Alors, vous avez été conviés ce soir par le secteur femmes de l'Érable dans le cadre de la Journée internationale des femmes, dont le thème cette année est « Femmes en marche pour l'égalité, solidarité contre l'austérité ». Un mot qu'on a entendu un peu depuis cet automne surtout. Cette année, cette journée a ceci de particulier qu'elle offre le moment propice pour faire le lancement de la Marche mondiale des femmes. Alors, c'est ce que nous ferons ce soir. Vous savez qu'à tous les 5 ans, on remet ça pour tenter d'améliorer nos conditions. Nous vous avons d'ailleurs remis un document à l'accueil qui retrace l'histoire de la Marche mondiale des femmes. Alors, sur les photos, vous voyez 1995, 2000, 2005 à Québec, 2010 à Rimouski, et puis... Alors, 95, c'était du pain et des roses qui s'était terminé à Québec au Parlement. Alors, pour souligner ce lancement, nous vous proposons en soirée un geste symbolique à passer, à poser. Un haut et un A, c'est pas pareil. Le point culminant de la marche aura lieu à Trois-Rivières cette année. Et ce sera le 17 octobre prochain. Et rassembler plusieurs milliers de femmes qui marcheront pour préserver nos acquis et poursuivre l'atteinte d'une réelle égalité. D'ici ce moment, nous vous invitons à rester à l'affût de tous les événements qui ponctueront la route vers le rassemblement final le 17 octobre. En ce qui concerne nos acquis, vous retrouvez à l'endos de vos billets un bref historique qui retrace ses gains de 1900 à aujourd'hui. Alors, en 1929, je suis reconnue comme une personne. En 1940, j'ai le droit de vote. En 1971, j'ai droit à un congé de maternité. En 1974, j'ai droit à des services de garde. En 1983, j'ai droit au partage du patrimoine familial. En 2006, j'ai droit au régime d'assurance parentale. Demeurons en action pour demain et l'avenir de nos enfants. Alors, je profite de ce moment pour remercier nos fidèles partenaires. Alors, je remercie tous les représentants d'associations féminines qui sont généralement acceptés d'être ambassadrices dans leur cercle, dans leur groupe, pour vous offrir des billets, qui fait qu'on est aussi nombreuses et qui fait qu'on est répartis sur le territoire. Merci également à la Tabagie Bélanger et au Centre d'action bénévole de l'Érable qui ont accepté d'être les dépositaires pour la vente de billets. Votre appui nous est précieux, car vous êtes un élément essentiel à la réussite de cette activité. Alors, j'inviterai maintenant Mme Lucie Vigneault à nous présenter l'affiche de la Journée internationale des femmes. L'affiche qu'on retrouve d'ailleurs en petite broche. Lucie.
que l'affiche est ici. Bon, à chaque année, l'affiche de la Journée internationale des femmes est mûrement réfléchie et les éléments qui y sont représentés portent chacun leur symbolique. Ici, on voit une feuille puis un micro, ça va pas bien, hein? Pardon? Ah! Non, le texte explicatif du visuel, c'est Femmes en marche pour l'égalité, solidaires contre l'austérité. Ici, on voit, chaque fois que l'égalité entre les femmes et les hommes est menacée, c'est la force du nombre et la solidarité qui permettent aux femmes de faire des gains et de maintenir leur acquis. Les ciseaux que vous voyez ici représentent les coupes du gouvernement du Québec, tant dans les services publics que dans les programmes sociaux. Or, les femmes sont majoritairement les travailleuses et les usagères de ces services et programmes. C'est pourquoi les mesures d'austérité les touchent directement à plus d'un titre. Maintenant, ici, par le bâton de parole, qui est là entre les ciseaux, par le bâton de parole, les femmes s'opposent à l'action gouvernementale qui saccage tous les gains obtenus par leur lutte. Ce bâton de parole est renforcé par les valeurs de la Marche mondiale des femmes, comme Jocelyne vous disait tantôt, qui sont égalité, solidarité, liberté, justice et paix. Et en cette année d'action de la Marche mondiale des femmes, les femmes sont en marche, s'imposent et résistent. Maintenant, je cède la parole à André qui va vous présenter le secteur femmes et rap. Bonsoir. Alors, la conférence de ce soir, intitulée « Ma voisine dérange, maternité hors du mariage au 19e siècle », est organisée par le secteur femmes et rap, dont voici les membres. Jocelyne Beaumont, Mercedes, Jocelyne représente les syndicats des agricultrices, Mercedes Beauchesne et Lucie Vigneault, des citoyennes engagées, Monique Arsenault et Claire Guimond du Cercle des fermières de Plessisville, Sylvie Lavigne et Suzanne Nabry. Suzanne n'est pas avec nous ce soir. Maison des femmes des Bois-Francs et moi-même, André Dodridge. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Madame Michèle Gélina. Madame Gélina est professeure d'histoire au Cégep Maisonneuve de Montréal. Elle détient une maîtrise en histoire et est lauréate d'une bourse du programme de soutien à la recherche de Bibliothèque et d'Archives nationales du Québec. Elle est l'auteure de nombreuses publications, dont le dernier, Ma voisine dérange, portrait de femmes d'un autre siècle, qui relate la vie de 21 femmes à rebours de leur époque. Sans plus tarder, j'invite Mme Gélina à partager la vie de ces femmes qui ont bousculé les conventions de leur époque. Bonne soirée. Bien, bonsoir. Est-ce que ça fonctionne bien? Je vais essayer de m'adapter à ce micro-là. Je suis bien contente d'être ici ce soir. J'y étais l'an dernier et c'est un très beau souvenir pour moi, malgré la route qui est un petit peu longue. Ça fait rien. Je suis tellement contente d'être ici. Je suis ici pour vous parler encore de mes femmes, de mes voisines qui ont dérangé à leur époque. Leur époque, c'est entre 1760 et 1867, donc entre la conquête et la Confédération, des femmes qui auraient 220, 230 ans maintenant, donc qui sont décédées depuis fort longtemps. Des femmes qui ont posé des gestes hors normes, qui ont dérangé, des insoumises par certains aspects, à une époque où il n'y avait pas de groupe de femmes de solidarité de cette façon-là, structurée, peut-être, oui, de la solidarité entre amis, entre voisines, mais ce sont des actes individuels que ces femmes-là posaient à leur époque. L'an dernier, je vous en avais présenté 6, et je les avais abordés
en disant, bon, il y en a qui ont fait des choses qui, à l'époque, étaient scandaleuses et qui, aujourd'hui, sont tout à fait normales. Par exemple, une femme qui voyage. Je vous en avais présenté d'autres aussi qui avaient fait des choses qui ont scandalisé à leur époque et qui, peut-être, aujourd'hui, scandalisent encore un peu. Par exemple, une femme infanticide. Je vous avais parlé de femmes entêtées. Je vous avais parlé aussi de ma fameuse Louise, la femme travestie, qui a passé sa vie en travaillant comme matelot, bûcheron et qui n'a jamais voulu retrouver l'apparence d'une femme. Parmi les femmes dont je vous ai parlé l'an dernier, je ne les avais pas présentées nécessairement sous cet angle-là, mais on avait 3 parmi les 6 qui s'étaient retrouvées enceintes hors des liens du mariage. Et dans le fond, quand c'est 3 sur 6, ça veut dire que c'est important et que c'est sûrement le pétrin féminin le plus courant à cette époque-là, où être enceinte en dehors des liens du mariage était vraiment, ça hypothéquait l'avenir de cette femme-là d'une façon majeure. Ce qu'on dit habituellement, c'est que celles qui avaient des perspectives d'avenir, de se marier, puis d'avoir des familles, les perdaient presque à coup sûr à ce moment-là. Et si elle se mariait, devait se marier vraiment en dessous de sa condition à elle pour obtenir un époux. C'est le thème que je veux aborder cette année, ces conceptions-là, hors des liens du mariage, des maternités dans le péché, d'autres femmes dont je vais vous parler cette année, des femmes qui ont levé le poing d'une certaine façon. La majorité des femmes qui se sont retrouvées enceintes hors mariage dans les années 1800 l'ont fait le plus discrètement possible. Et je suis bien placée pour en parler, parce que quand j'ai fait ma généalogie, je me suis trouvé quelques ancêtres comme ça, soit arrivant de nulle part, donc nés hors mariage, ou soit ayant conçu des enfants hors mariage. D'ailleurs, j'ai 2 arrière-grand-mères qui sont des enfants illégitimes. C'est plus courant qu'on peut l'imaginer, mais ça se fait, comme je le disais, discrètement. Celles que j'ai choisies, c'est évidemment celles qui ont essayé de brasser un peu puis de changer l'avenir assombri qui les attendait. Donc, je vais commencer par vous parler de Marie-Joseph Missinagoquois. Une Amérindienne, ce qui est quand même assez rare, mais une Amérindienne qui a vécu dans la région que j'ai étudiée, c'est-à-dire le nord du lac Saint-Pierre, là, entre Trois-Rivières et Masquinongé. Elle n'est pas née dans la région, elle est née au lac des Deux-Montagnes, qui aujourd'hui est Oka. Et à l'époque, il y avait une mission où il y avait des Algonquins et des Iroquois. Marie-Joseph est une Algonquienne et on entend parler d'elle pour la première fois quand elle a 13 ans. Le lac des Deux-Montagnes, Oka aujourd'hui, est une halte pour les hommes qui vont faire la traite de fourrure dans le nord-ouest et c'est aussi un endroit où on fait de la traite de fourrure. Donc, il y a beaucoup de passages, d'hommes de passage des Blancs. Et à 13 ans, Marie-Joseph se retrouve à vivre en concubinage avec un Blanc de 10 ans son aîné. L'inévitable va arriver, évidemment. Elle accouche d'un garçon à 14 ans. Son conjoint veut agir comme la plupart des hommes blancs de l'époque quand ils étaient en concubinage avec des Amérindiennes, c'est-à-dire que quand ils sont allés, ils s'en vont. Et ils laissent mère et enfants derrière eux. Il y a de très rares exceptions d'hommes qui ont amené les enfants avec eux, mais jamais la mère. Donc, quand le bébé a 6 mois, il s'appelle Louis-André, le conjoint, décide de revenir chez lui. Il vient de Masquinongé. Son père, qui est le seigneur de Masquinongé, vient de décéder et c'est l'héritier qui va revenir à la maison prendre possession de son héritage. Comment Marie-Joseph a réussi à le convaincre de l'amener? Je ne le sais pas. Mais il va prendre le bateau avec Marie-Joseph et le bébé. Il va débarquer au quai de Masquinongé et il va faire le reste du chemin à pied. Ça a tellement frappé la population locale qu'une quarantaine d'années plus tard, les gens étaient encore capables de raconter cette arrivée-là du seigneur, du jeune seigneur qui arrivait, suivi d'une Amérindienne, la plupart des gens n'avaient jamais vu. Il porte un bébé dans ses bras. Donc, il va prendre possession du manoir seigneurial, va s'installer avec sa concubine et le bébé, et évidemment, vous comprenez que le curé va le savoir assez vite.
Donc, le curé débarque au manoir seigneurial pour comprendre la situation, parce que le curé, il est très mal pris là-dedans. Il y a deux problèmes. C'est un scandale double. Concubinage, avec un bébé, mon Dieu, un scandale triple dans le fond. Concubinage, bébé né hors mariage et une Amérindienne, un couple interracial. Et pour le clergé à l'époque, c'est inacceptable. Quand les premiers Français sont arrivés ici, le clergé il a favorisé les couples interraciaux comme ça, en se disant ça va occidentaliser les Amérindiens. Mais c'est jamais arrivé, c'est le contraire qui s'est passé. Donc le clergé a mis le haut-là là-dessus et il ne pouvait pas interdire formellement ces mariages-là, mais il essayait là, que ça n'existe pas. Donc le curé fait face à une situation absolument inextricable pour lui. Qu'est-ce qu'il va privilégier? Est-ce qu'il va dire à Marie-Joseph de s'en aller avec son bébé, mais c'est une pauvre petite fille? Est-ce qu'il va forcer le mariage? Mais là, il ferait face à un mariage interracial, puis il serait blâmé par ses supérieurs. Alors, il va parler à la jeune fille, et elle va réussir à le convaincre de prendre parti pour elle et de forcer le Seigneur à l'épouser. C'est ce qu'elle veut. Elle veut entrer dans le mode de vie des Blancs, se marier, avoir une vie comme les Blancs, puis tout ça. Alors, le curé va prendre pour elle. Il va choisir de prendre le risque de recevoir les foudres de son supérieur l'évêque en favorisant un mariage interracial. Mais là, c'est pas parce qu'elle veut ça que le Seigneur le veut. Donc là, ça va être de convaincre le Seigneur de Masquinongé de marier Marie-Joseph. Et là, il va falloir qu'ils se mettent à deux, le curé et elle. Le curé, c'est ce que le Seigneur va raconter plus tard, va le menacer de brûler en enfer pour l'éternité s'il ne régularise pas sa situation. Et Marie-Joseph va le menacer de le faire tuer par sa parenté amérindienne s'il ne la marie pas. Alors, le Seigneur de Masquinongé, plus tard, va dire qu'il a eu vraiment peur, qu'on l'a terrorisé, qu'on l'a menacé et qu'il a été obligé d'accepter de se marier avec elle sous la contrainte. Donc, le mariage se prépare, mais à toute vitesse. L'impression que ça donne, c'est que le curé avait peur que le Seigneur change d'idée. Donc, ça se fait vraiment à toute vitesse. Donc, il n'y a pas de publication de ce qu'on appelle des bancs de mariage. Vous savez, les annonces 3 dimanches de suite, ça peut arriver. Il peut y en avoir que 2, il peut y en avoir qu'un. Pas du tout, c'est très rare, mais ça prend la permission de l'évêque. Le curé n'a pas le temps. Il ne demande pas la permission à personne. Il décide par lui-même de sauter par-dessus les bancs de mariage. Il saute une autre étape aussi, qui est celle de donner un tuteur à cet enfant-là, qui a 14 ans. Elle est très loin d'être majeure. Ça prendrait quelqu'un qui décide pour elle en son nom. Et qui ne franchit pas cette étape-là non plus, il n'y en a pas. La seule étape qui est franchie avant le mariage, c'est celle d'un contrat de mariage. Duchesne doit y tenir vraiment. On se rend chez le notaire. Et là, personne ne prend la part de Marie-Joseph. Et elle est complètement évacuée de la vie de son futur mari. Elle ne possède rien et elle ne possédera jamais rien. Ce qui lui appartient à lui et tout ce qu'il aura pendant l'avenir sera à lui. Tout ce qu'elle a le droit, une fois mariée, c'est d'être logée et nourrie par son mari qui lui promet une pièce à elle dans sa maison. Donc, le mariage a lieu à toute vitesse, comme vous comprenez, et le Seigneur se fait construire un nouveau manoir, 20 pièces en pierre, des fenêtres tout le tour. Imaginez la petite Amérindienne qui vient d'un milieu extrêmement pauvre. Elle a gagné. Elle a gagné ce qu'elle voulait. Peut-être que le contrat de mariage, ça y passe jusque-là. Ce qu'elle voulait, c'est se marier. Et elle a réussi. Elle a légitimé son bébé. Et elle se retrouve, elle vit dans un manoir avec des domestiques. 2, 3, 4, ça dépend de la période. Donc, elle devient seigneuresse de Masquinongé. Et les bébés viennent. Deux bébés. En moyenne, à peu près, je vous dirais, aux 20 mois, il y a un bébé qui vient au monde. Après 12 ans de mariage, est-ce qu'il s'est passé des choses dans ces 12 années-là? On ne sait pas. Mais après 12 ans de mariage, Duchesne a l'œil sur une jeune fille du village. Alors, il va voir une jeune fille de 18 ans. Il va voir son père parce qu'il dit « Je vais engager ta fille comme servante chez nous. » Et la jeune fille ne veut pas du tout.
Son père va la prendre de force. Il va aller la porter au manoir, et il va s'en retourner chez lui. Le Seigneur vient de s'acheter une maîtresse. Donc, on a un trio qui commence à ce moment-là. Le Seigneur, l'Amérindienne et la servante. Et bon, Marie-Josette continue à avoir des bébés. Et la servante commence à avoir des bébés. Après 20 ans de mariage, Marie-Josette a 12 enfants, dont un bébé de quelques mois. La servante maîtresse en a 3. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur décide de se débarrasser de son épouse légale. Il la jette littéralement dehors, toute seule, avec rien. Comment réagir à ça? Ça dépend. Ça dépend du caractère qu'on a, ça dépend de la personnalité, ça dépend de la vigueur qu'on peut avoir. Il semble que cette petite Amérindienne-là en a beaucoup parce qu'elle décide que ça ne sera pas comme ça que ça va se passer. Elle s'en va chez le notaire et elle fait envoyer un truc légal à son mari qui dit, dans mon contrat de mariage, c'est écrit que je dois être logé et nourri et que j'ai une pièce à moi dans le manoir. Si c'est pas ça, c'est une pension alimentaire pour me faire vivre. Donc, mon entretien. Le Seigneur refuse, on s'en va en cour, à Trois-Rivières, toute une expédition à l'époque. On s'en va en cour et, bon, il y a plusieurs procès dans cette histoire-là. Là. Si j'avais pas donné le nom de Marie-Josette à cette partie de livre-là, j'aurais appelé ça la maison de fous. Il va y avoir plusieurs procès. Je ne les raconterai pas tous, mais à chaque fois, c'est le même scénario. Le Seigneur arrive à Trois-Rivières avec 12, 15, 20 témoins qui lui sont favorables. C'est censitaire à lui. Je ne suis pas sûr qu'ils ont tout à fait le choix. Là. Tandis qu'elle arrive avec personne ou presque à toutes les fois. Donc, procès pour obtenir une séparation légale et une pension alimentaire. C'est lui qui argumente en premier, et son argumentation, elle est curieuse. Il dit qu'il n'est pas marié. Il n'est pas marié parce que le curé qui les a mariés n'a pas respecté les règles. Il n'y a pas eu de publication de ban et il n'y a pas eu le délai prescrit qui est de 6 mois. Il faut que ça fasse au moins 6 mois qu'un des 2 conjoints demeure dans la paroisse où on se marie, et ça faisait 5 mois qu'ils étaient arrivés quand ils se sont mariés. Donc, il argumente tout ça en disant « je ne suis pas marié, donc je lui dois rien ». Mais le juge n'écoute pas cette argumentation-là, puis il va écouter l'argumentation de Marie-Josette. Il n'y a pas beaucoup de raisons pour les femmes d'obtenir une séparation légale à l'époque. Une d'entre elles, et c'est la raison qu'elle va prendre, c'est que son mari entretient sa maîtresse sous le toit familial. Un homme peut entretenir une maîtresse ailleurs, ce n'est pas une raison pour obtenir la séparation légale, il faut qu'elle soit dans la maison. Alors, c'est ce qu'elle va expliquer au juge, qu'elle a 3 enfants et qu'elle demeure chez elle. Mais Duchesnay va toujours dire non, c'est une servante, c'est pas ma maîtresse. Et le juge va décider que ce n'est pas sa maîtresse, mais une servante. Donc, Marie-Josette ne va pas obtenir la séparation légale, mais le juge va dire, dans le contrat de mariage, vous devez l'entretenir et vous allez l'entretenir, vous n'avez pas le choix. Le Seigneur est un têtu. J'ai l'impression qu'il n'est pas question qu'il lui donne de l'argent comme ça directement. Alors, il va faire un truc. Son aîné, celui qui est né à Oka, celui qui a été légitimé par le mariage, son aîné vient d'avoir 21 ans. Il va lui donner sa part d'héritage, avec comme condition chez le notaire qu'il doit entretenir sa mère. Tant qu'il n'entretient plus sa mère un jour, il va perdre son héritage. Donc, il accepte, et Marie-Josette s'en va rester chez son fils aîné, qui a une petite maison dans la seigneurie. 18 mois après la séparation, Marie-Josette accouche d'un 13e enfant. C'est long, 18 mois, là, on n'est pas des éléphants, là. On sait que c'est 9 mois. Et elle fait quelque chose de particulier, c'est qu'elle se rend elle-même le lendemain voir le curé pour faire baptiser son garçon. C'est un garçon, le 13e enfant. Pour le faire baptiser en disant « Mon mari n'est pas là, on va le baptiser, on va l'appeler pareil comme son père,
André Duchesnay, puis tout ça. Et le curé va lui dire, non, 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 ton mari est venu il y a quelques heures pour m'avertir que cet enfant-là n'est pas de lui et qu'il n'est pas question que cet enfant-là porte son nom. Et il paraît, le curé va le raconter par la suite, que Marie-Josette a fait vraiment une énorme crise. Elle pleurait, elle criait. Elle voulait absolument que son enfant soit légitime, parce qu'on connaît les conséquences pour un enfant d'être illégitime. Et il y avait peut-être de ça, là, dans sa volonté de se marier, dans un premier temps. Mais le curé ne va pas plier, et l'enfant va être baptisé avec le prénom de son mari, André, mais sans nom de famille. Il va être considéré comme un enfant illégitime. Elle retourne chez elle, et là, son mari arrive, accompagné d'une douzaine de personnes pour avoir 12 témoins, pour lui dire, cet enfant-là n'est pas de moi, on s'en va en cours parce que je vais obtenir la séparation légale, parce que tu as été adultère. Donc, on s'en retourne à Trois-Rivières, et là, cette fois-là, c'est lui qui va obtenir la séparation légale, mais dans le fond, il veut se débarrasser de ses obligations financières envers elle, parce qu'elle a commis l'énorme, l'immense péché. Et rendu à Trois-Rivières, il commence avec son annulation de mariage, qu'il n'est pas vraiment marié, ceci, cela, mais si on ne veut pas reconnaître le fait qu'il ne soit pas marié, elle a commis l'adultère, il en a la preuve, elle a eu un enfant, c'est suffisant pour qu'il obtienne la séparation légale, et il l'obtient. Je ne sais pas si vous voyez les deux vitesses de la justice, là. Disons qu'elle n'a pas besoin d'en faire autant que lui, là, pour qu'il obtienne ce qu'il veut. Il va obtenir la séparation légale, mais au malheur, le juge va lui dire, mais il faut quand même que vous l'entreteniez. Vous devez quand même continuer à payer pour la faire vivre. Il doit y avoir eu des problèmes entre elle et son fils aîné parce que l'arrangement ne fonctionne plus. Donc, le Seigneur va être obligé de lui construire une petite maison, lui fournir la nourriture, le déplacement quand elle en a besoin, puis tout ça, à cette femme adultère qui l'a trompée avec son voisin. Il faut dire que le voisin n'a pas été tellement discret. C'est un homme marié sans enfant qui était fou de joie d'avoir un héritier. Alors, il se promenait partout dans le village en disant « Je vais avoir un héritier », je cherchais une nourrice, puis tout ça. Bon, le Seigneur va le poursuivre par la suite pour l'avoir déshonoré, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, ça va être le dernier enfant de Marie-Josette, ce 13e enfant-là. Et son mari va, entre-temps, s'est débarrassé de sa maîtresse servante pour la remplacer par une autre concubine. Et il va toute sa vie prendre tous les moyens possibles pour obtenir l'annulation de mariage. Il va écrire à l'évêque un peu partout en disant, je me souviendrai toujours de cette phrase-là, je ne peux pas vivre sans femme, mais c'est parce que je ne vois pas qui a vécu sans femme. Des fois, c'était à deux en même temps. Mais ce qui est particulier, ce qu'on voit, c'est que les enfants qu'il a eu, les enfants métis qu'il a eu avec son épouse amérindienne, il va s'en occuper. Les enfants qu'il a eu avec sa maîtresse servante, ça va devenir des mendiants. Il ne va jamais vraiment s'occuper de ces enfants-là. Mais son autre concubine, la dernière concubine avec qui il va avoir 4 enfants, ça va être, c'est compliqué, hein? Ça va être sa vraie famille. C'est la famille, et c'est eux qui vont recevoir l'héritage, qui n'en reste presque plus à la fin, parce qu'il a tellement fait de procès contre tout le monde, qu'il va perdre sa seigneurie en frais d'avocat. Marie-Josette, qu'est-ce qui va lui arriver par la suite? Elle va continuer une petite vie tranquille, on ne va plus vraiment en entendre parler dans sa petite maison. Elle va décéder bien longtemps après le Seigneur, c'est sûr, elle était beaucoup plus jeune que lui. Et la seule chose que je pouvais faire, c'est d'aller voir dans le registre de la paroisse, quand elle est décédée, qui a signé, qui étaient les 2 témoins. Parce que ce qui m'intriguait, c'est que Marie-Josette n'a jamais réclamé ses enfants dans aucune procédure judiciaire. Elle a laissé ses enfants à son mari. Le seul enfant qu'elle a élevé d'un bout à l'autre, c'est son petit dernier. Et les 2 signatures nous montrent qu'elle avait quand même des liens avec ses enfants. Celui qui va signer, c'est son petit dernier, son fils illégitime, et une de ses filles de son mariage avec Louis-André Duchesnay. C'est tellement compliqué, cette histoire-là. Là. J'en ai eu mal à la tête. Après ça, j'ai fait le trajet de tous ces enfants-là. Je me souviens plus comment ils sont. Ça fait 13,
Ça fait 19. Bon, il y a des grands malheurs là-dedans, puis tout ça. Le petit dernier, quand il va se marier à Joliette. Évidemment, beaucoup plus tard. Et il va tricher. Il va trafiquer le nom de sa mère pour que ça ait l'air amérindien. Et il va se déclarer fils de Louis-André Duchesnay. Et il est mort, il ne peut pas l'obstiner. Il va porter le nom du Duchesnay toute sa vie. C'est une histoire qui est assez exceptionnelle. Des histoires avec des Amérindiens comme ça, on n'en a pas. C'est vraiment... moi, quand j'ai vu cette histoire-là, je dois être honnête puis vous dire qu'il y a quelqu'un avant moi qui avait écrit quelque chose comme 1 page et demie, 2 pages, quelqu'un de Masquinongé, un historien local, 1 page et demie, 2 pages sur elle. Mais avec une perspective assez particulière, mais je suis quand même redevable du fait qu'il avait commencé à débroussailler tous ces enfants-là. Pour ça, je les aurais tous trouvés moi-même. Mais, ce que j'ai trouvé dommage, plus que dommage, c'est que dans cet écrit-là, il a un parti pris. Elle est folle, il est correct. Puis ça a été écrit en 85. C'est pas il y a 1000 ans, là. Ma fille est née en 85. Donc, et tout le long du texte, il l'appelle Marie-Josette de la même façon que les gens de l'époque l'appelaient la sauvagesse. Et ça, j'ai eu beaucoup de difficultés avec ça. Franchement, là, après 150 ans, là, elle peut porter son nom. D'ailleurs, les gens faisaient des remarques sur elle. On en voit dans les procès, comme ça. Elle est petite, elle est grosse, elle n'est pas belle. C'est une sauvagesse, mais elle s'habille comme une blanche, mais elle n'est pas belle. Mais personne ne passe de commentaires sur l'apparence physique de son mari, par exemple. Donc, c'est vraiment une histoire rocambolesque. C'est pour ça que je vous disais, j'appellerais ça la maison de fou, puis ça serait correct. Donc, on a Marie-Josette qui a eu 2 enfants hors mariage et qui les 2 fois s'est battue, en tout cas pour légitimer la situation. Et s'est battue fort et dans le fond, a remporté des victoires à travers tout ça. Maintenant, une qui ne m'a pas donné de mot de tête du tout. Vous savez, dans tout ça, je passais quelques mois avec chacune de ces femmes-là. J'ai eu des chouchous. Et celle qui s'en vient, c'est un de mes chouchous. Elle s'appelle Julie Boulangette. Parce que son père, c'était un boulanger, monsieur Boulanger, et que je ne sais pas pourquoi, mais sa sœur et elle ont féminisé leur nom de famille. Donc, c'est Julie Boulangette. Elle demeure à Trois-Rivières. Son père est décédé. Elle a 20 ans quand on la voit se promener pour la première fois. Elle s'en va se marier. Sa mère l'accompagne à l'église protestante de Trois-Rivières. Ce qui, en partant, est un petit peu particulier. Elle s'en va marier un anglo-protestant qui habite Trois-Rivières et qui est ébéniste, ce qui est très bien pour elle, parce que ça la montre là, au niveau social, c'est un métier spécialisé. Donc, elle s'en va se marier à l'église protestante, fort probablement parce que c'est plus simple. Elle est enceinte de 4 mois. Et les protestants acceptaient de faire des mariages mixtes là, au niveau religieux sans obliger le partenaire d'une autre religion à abjurer sa religion, donc à renoncer à sa religion. Ce n'était pas le cas chez les catholiques, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, c'est un mariage qui peut se faire assez rapidement. Pour elle, est-ce que ça l'a dérangé? J'en sais rien. Mais il y a une porte qui s'ouvre devant elle, là, elle va se hisser un peu au niveau social, et puis, bon, son enfant va être légitimé, puis elle ne sera pas dans la rue, comme ça. 4 mois, être enceinte de 4 mois quand on se marie, ça veut dire que cet enfant-là naît d'un couple qui ne se connaissait pas probablement beaucoup avant qu'il se marie. Les études qui ont été faites, puis c'est tout à fait logique, on n'a pas besoin de faire des études pendant 100 ans là-dessus, les gens qui accouchent 8 ou 7 mois après le mariage, donc qui est enceinte de 1 mois ou 2 mois au moment du mariage, on considère que la plupart du temps, c'était des gens qui avaient déjà décidé de se marier et qui consomment un petit peu plus vite. Quand les femmes sont enceintes de 3 mois en montant, là, l'évaluation qui est faite, les témoignages qu'il y a eu, c'est que ce n'était pas nécessairement des couples très stables et que c'est le fait que la femme soit enceinte qui force le mariage. Donc, ça peut donner toutes sortes de résultats, comme n'importe quel mariage, de toute façon. Donc, Julie se marie, prend un petit logement, couche de son bébé,
combien de temps dure la lune de miel? Son mari est un ivrogne. Un ivrogne et qui boit toute sa paye. Il y a, à Trois-Rivières, à l'époque, il y a 2000 personnes. Puis quand on calcule les auberges, l'équivalent des tavernes, là, quand on calcule les auberges, qu'on enlève les enfants, la population, qu'on enlève la plupart des femmes, parce que c'est pas elles qui couraient le plus des auberges, ça faisait une auberge pour 60 hommes à peu près à Trois-Rivières. Ça veut dire qu'il y en avait une dans tous les coins de rue. Donc, c'est pas difficile de boire. Donc, il boit toute sa paix, et les enfants arrivent, là, un deuxième, puis un troisième, et Julie doit travailler pour nourrir ses enfants, parce que lui nourrit pas la famille. Elle va devenir blanchisseuse, c'est-à-dire qu'elle va laver le linge des gens riches de Trois-Rivières. C'est à peu près la seule chose qu'elle peut faire. Elle ne peut pas devenir servante dans une maison privée parce qu'elle a des enfants, parce que les gens restaient là la plupart du temps. Donc ça, c'est un aller-retour entre chez elle et les maisons de ses clients. Donc, elle doit travailler pour subvenir aux besoins des enfants. Si ce n'était que ça, on pourrait peut-être s'en sortir. Mais quand il est sous, il est violent. Donc, il bat Julie, il la frappe, il frappe ses enfants, et quand il est en état de crise maximale, il met tout le monde dehors. L'hiver, la nuit, pas habillé. Julie a honte, et elle se cache. On pourrait la suivre juste pour donner une petite idée du milieu de vie de Julie. Ça fait des I, elle restait sur la rue. C'est une maison de la rue Saint-Roch à Trois-Rivières, de ce style-là. Mais Julie restait sur la rue Sainte-Julie à Trois-Rivières. Sa vie, c'est une grande Julie. C'est ça, Julie, c'est la rue Sainte-Julie. C'est dans une maison comme ça. On va la garder, cette maison-là, parce que tout à l'heure, elle va vraiment être utile. Et c'est probablement une maison de ce style-là. C'est une maison qui a été photographiée vers 1948 ou 49 sur la rue Saint-Roch à Trois-Rivières. Donc, Julie, disons, demeure ici, sa mère là. Séparée par un mur de planches. Sa mère reste là, puis il y a deux autres maisons là, qui finissaient la rue. Quand elle est mise dehors avec ses enfants, ses bébés, nu-pieds, l'hiver ou à peu près, elle se cache un peu partout dans les hangars, parce que je suppose qu'elle ne veut pas aller chez sa mère, parce qu'elle veut la mettre à risque. Elle ne va pas chez les voisins, et j'ai fini par comprendre pourquoi, mais les deux maris sont des amis de Thomas. Elle se cache. Mais ça fait beaucoup de bruit. Et il y a une femme qui demeure la rue en arrière, qui entend ce tapage-là, et qui un jour, probablement que les enfants pleurent, va aller fouiller et va la trouver. Elle va l'amener chez elle, et à partir de ce moment-là, quand Julie et ses enfants sont jetés dehors, ils vont se réfugier chez cette dame-là, qui est la seule personne qui va tenter de les aider, parce qu'elle va porter plainte pour tapage. Et c'est la seule loi qu'elle peut utiliser, mais ça ne va pas donner grand-chose. Donc, il boit, il frappe, gaspille l'argent, et un jour, il rentre à la maison complètement saoul un après-midi, et il va lui donner le plus grand coup de poing dans le milieu du visage qu'elle n'a jamais reçu. Elle va rester 2 jours sonnée, couchée dans son lit, et quand elle va pouvoir se lever, elle va aller porter plainte pour la première fois. 2 plaintes. Pour coups et blessures. Et pour obtenir la séparation légale. On va la faire examiner par un médecin et elle a le nez fracassé. Donc, premier procès, coups et blessures. Je pense qu'on n'a pas besoin de beaucoup de témoignages. Je pense qu'elle a juste à se présenter puis on peut voir ce qui arrive. Et il va être condamné. 2 semaines de prison, c'est le classique. 2 semaines de prison plus une amende. Tant que l'amende n'est pas payée, il reste en prison. Qui va payer cette amende-là? On verra. Pendant qu'il est en prison, 2e procès, ça va vite les procès à l'époque. 2e procès pour la séparation légale. Et là, Julie a de l'aide parce que ses clients l'aiment. Et elle a parmi ses clients le responsable de l'ordre, de la sécurité à Trois-Rivières. La police n'existe pas encore vraiment à cette époque-là. Un médecin. Donc, elle a des gens haut placés à Trois-Rivières qui vont témoigner pour elle. Mais c'est un peu amusant et puis triste à la fois. Ils vont utiliser tous les mêmes mots
à ce que c'est clair qu'ils ont été, on les a informés de quel vocabulaire ils devaient employer pour la défendre. C'est-à-dire, c'est une femme sage, c'est une femme obéissante, c'est une femme ceci, elle n'a jamais rien fait de mal. Puis ils vont tout dire la même chose. Ça ressemble à une petite chanson qui, peut-être, à un moment donné, c'est plus crédible, une petite chanson comme ça. Donc, le juge Bédard, qui dirige le procès, devant un juge seul, va prendre la décision, après avoir écouté les témoignages de ses deux voisines, les épouses des deux amis de son mari, qui vont dire « Oh oui, c'est vrai, il boit, puis quand il boit, il est un petit peu violent, mais quand il boit pas, il est tellement fin, ce homme-là. » Et de l'autre voisine qui va vraiment défendre Julie, après ces témoignages-là, le juge Bédard va rendre son verdict, pas de séparation légale, parce que sa vie n'est pas en danger. C'est ce qu'il fallait qu'elle prouve, que sa vie était en danger. Je ne sais pas ce que ça y prenait, là, mais il faut dire que le juge Bédard, c'est un juge qui est connu, là, c'est la période pré-patriote, là, mais il est dans la fondation du Parti patriote, puis tout ça. Sa situation matrimoniale est connue au juge Bédard. Il est extrêmement malheureux en mariage. Il ne sait pas comment se déprendre de tout ça. Puis il se dit, bon, ben, il l'a déjà écrit. Si moi je suis malheureux, mais que les autres endurent. Donc, voilà le jugement. Et donc, Thomas va rentrer à la maison après avoir purgé son 2 semaines de prison. Il va rester un petit peu plus longtemps. Qui va payer son amende? Les deux voisins qui vont sortir de prison. Vous savez, le recensement, c'est pratique, hein? C'est comme ça que j'étais capable de décortiquer qui est qui, puis qui reste où. J'ai fait un petit graphique, là. Et pour trouver l'autre voisine en arrière aussi, avec son. Parce qu'il n'y a pas de numéro de porte, là, mais on suit les voisins. Donc, Thomas va rentrer à la maison. Moi, j'écrivais ça, j'avais des frissons. Ça n'a pas de bon sens. Julie va avoir un autre enfant. Puis il va mourir. C'est Rose du Fouet, peut-être, je ne sais pas. C'est pas écrit. Qu'est-ce qui va arriver à Julie par la suite? Elle va se remarier. Un petit mariage tranquille. Il ne va rien se passer, mais elle va marier un homme un petit peu plus jeune qu'elle, qui a de très jeunes enfants, et c'est les arrangements de l'époque, là. Il prenait une mère pour élever ces enfants-là. Donc, ça fait probablement son affaire à elle aussi. Un petit mariage tranquille. Elle va devenir veuve une deuxième fois. Elle va aller demeurer chez sa fille et elle va décéder assez âgée, là, fin des pour l'époque, là, 70 ans avancés, le jour de Noël, chez sa fille. Donc, c'est l'histoire de Julie. Moi, je l'imaginais. Vous comprenez que quand je travaille sur ces femmes-là, j'en viens à les imaginer physiquement. Il n'y a pas le choix. J'essayais de m'en imaginer une dans Scarlett O'Hara ou des trucs comme ça. Mais Julie, je la voyais petite. Menu, mais ça ne doit pas être vrai, parce que pour être blanchisseuse, ça prend du bras. Peut-être qu'elle était petite, mais qu'elle va avoir des grands bras. Alors, c'est un cas extrêmement triste, mais pas unique. Marie-Josette, là, quand elle s'était présentée en cours, dans ses arguments, c'était que son mari la battait. Et qu'elle avait donné un exemple qu'une fois, il lui avait donné un immense coup de poing aussi. Elle était couchée et que le lit a fendu. Mais pour le juge, pas, sa vie n'était pas en danger pour lui aussi, probablement, ça n'a pas compté. Bon, les cas de femmes battues, ça existe encore aujourd'hui, c'est aussi triste aujourd'hui, en espérant qu'elle réussisse à mieux se défendre. Donc, c'était Julie Boulangette. Alors, on garde cette maison-là pour parler de la prochaine, qui est un cas vraiment, vraiment particulier. C'est un peu, des fois, pas la première fois que j'en parle, des fois, je regardais au début les réactions des gens, parce que c'est pas le cas parfait de l'héroïne, loin de là. C'est une femme qui a usé de beaucoup de ruses, et je dirais même de cruauté, pour se sortir de sa situation d'être enceinte hors des liens du mariage. Alors, je vais vous parler de Marie Dano, qui, elle, demeurait dans une maison qui est probablement identique à celle-là, parce qu'on a une description de sa maison. Regardez ici, il y a une porte plus récente. Ça ressemble à une porte d'origine, là, une porte pleine, là, faite de planches. On a ici des fenêtres à 6 carreaux. Dans la maison de Marie Dano, dont je vais vous parler, il y avait 12 carreaux aux fenêtres. Mais c'est une maison comme ça, séparée en deux, avec comme seule séparation un mur de planches, ce qui fait qu'on vit avec le voisin, là, on entendait tout.
Et parfois, ces maisons-là sont séparées en 3. On fait un logement aussi au 3e. Donc, Marie Dano est un petit peu plus tard, elle. Elle est milieu du 19e siècle, là, quand elle se manifeste publiquement. On est en 1850. Elle a 36 ans. C'est son 2e mariage. Elle est mariée. Son premier mari est décédé. Ils n'avaient pas eu d'enfants. Là, elle a 3 jeunes enfants. On entend parler d'elle en hiver parce qu'elle a été violée. Elle racontera plus tard qu'il faisait noir, ses enfants dormaient, et que tout à coup, il y a des hommes qui sont arrivés et qui se sont mis à frapper dans la porte, à crier, à donner des coups de pied, puis elle n'a pas voulu ouvrir, puis ils ont fini par défoncer la porte. Ils sont entrés chez elle. Ils étaient 4. Et il y en a un qui la tenait, il y en a un qui l'a violée, puis il y en a 2 qui ont regardé. Elle raconte qu'elle ne sait pas combien de temps ça a pu durer, parce que le temps devient s'allonge probablement beaucoup à cette époque-là, mais elle a assez bien vu, parce que la lune était pleine, et qu'à travers ses fenêtres, elle a pu voir les visages de ses agresseurs. 2 jours plus tard, elle va aller porter plainte au responsable des forces de l'ordre de Trois-Rivières pour viol, ce qui est exceptionnel. À l'époque, des viols de femmes adultes, personne ne s'occupe de ça. On s'occupe des viols d'enfants. Mais des femmes adultes, là, ça ne fait pas partie des mœurs du tout. Débrouille-toi. Elle va aller porter plainte. Elle va rencontrer le responsable des forces de l'ordre qui va la prendre au sérieux et qui va organiser une rencontre de Marie avec tous les soldats britanniques qui sont en garnison à Trois-Rivières. Ce qu'elle a raconté, c'est que ce sont 4 soldats britanniques qui l'ont violée. Il y avait à l'époque, là, il pouvait y avoir 500, 800, 1000, 1200 soldats britanniques à Trois-Rivières. C'était vraiment un endroit de garnison. Imaginez comment ça devait faire une atmosphère assez particulière. Donc, on va organiser, elle va passer en revue tous les soldats pour essayer de trouver qui est 4. Et elle va en reconnaître 2. Un, parce qu'il a la peau, on appelle ça une peau grêlée. C'est les gens qui avaient eu la petite vérole et que ça laisse des marques et ça fait des trous. Elle dit qu'elle l'a quand même assez bien vu et que de toute façon, c'est lui qui la tenait. Et qu'en se débattant, il a touché au visage. Donc, elle a senti aussi la peau grêlée. Elle va en identifier un deuxième comme étant celui qui l'a violé. Et celui-là, il est vraiment mal pris parce qu'elle va dire que parmi ses agresseurs, il y en avait un qui parlait français. Et c'est le seul soldat britannique à Trois-Rivières qui parle français. Donc, elle ne va pas pouvoir identifier les 2 autres. Et là, les 2 sont accusés de viol et ils sont passés de la peine de mort. On y va souvent avec la peine de mort dans ce temps-là. S'ils sont reconnus coupables, c'est la peine de mort. Ce n'est pas l'armée qui va les juger, c'est un procès criminel normal. Le procès a lieu à peu près 2 semaines plus tard. Et les soldats ont beaucoup de témoins favorables. Tous les autres soldats de leur dortoir. Ils sont assez à l'unisson. Un dormait, l'autre est rentré à telle heure, etc. C'est difficile en lisant ça pour savoir s'ils mentent ou si c'est vrai. Si c'est la vérité, tout le monde va dire la même chose. Ils peuvent aussi s'être organisés pour dire la même chose. Marie n'a qu'elle comme témoin, et c'est tout à fait normal quand on se fait violer, et sa voisine, qui va venir raconter qu'elle a entendu frapper des coups de pied dans la porte des hommes, parler fort en anglais, puis tout ça, puis qu'elle a regardé, et qu'elle a vu que c'était des soldats qui ont défoncé la porte, et qu'elle a eu peur, et qu'elle s'est sauvée. Elle est allée chez son gendre, 2 rues plus loin, et qu'elle aurait dit à son gendre, viens, on va aller l'aider. Et son gendre aurait dit, hey, ils ont des baïonnettes, moi j'y vais pas. Ils n'ont pas averti personne d'autre. Ils ont attendu 2 heures. Et quand ils sont venus au bout de 2 heures, Marie était sur le pas de sa porte. C'est une personne handicapée. Marie, elle doit prendre des béquilles pour marcher. Donc, elle était la porte ouverte sur le pas de sa porte avec ses bébés.
Donc, il y a la voisine qui vient raconter ça, et il y a Marie qui raconte son viol, et son témoignage est très, très embrouillé. Il est contradictoire par bout. C'est compliqué. On pourrait la comprendre. Là. C'est quand même un événement extrêmement traumatisant. Mais quand elle se contredit, là, c'est plus difficile. Elle va dire, par exemple, une première fois, que celui qui parle français était au fond de la pièce en train de la regarder se faire violer, alors qu'à un autre moment, elle va dire que celui qui parle français est le violeur. Donc, il y a des moments comme ça où c'est un peu... et la punition, elle est extrême, là. Et c'est ce qui fait que souvent, on déclarait les gens non coupables pour ne pas leur donner la peine de mort. Donc, le juge va écouter tout ça et il va décider que non, il n'y a pas assez de preuves pour les condamner. Donc, ils vont être libérés. Ils vont probablement partir de Trois-Rivières assez vite, là. Mais il y a un problème dans ce procès-là. Le problème, c'est que Marie, elle est enceinte au moment du procès, de 3 mois, pas de 2 semaines. C'est pas le viol qui l'aurait mis enceinte, c'est son mari. Non, son deuxième mari. Il est au chantier depuis 5 mois. On a un vide, là. Est-ce que c'est une tactique qu'elle aurait prise pour ne pas être accusée d'avoir un enfant conçu en adultère? Est-ce que c'est une stratégie? Je sais que là, je viens pas de sortir une héroïne, là, mais c'est la réalité aussi, là. Donc, est-ce que c'est ça la vérité? Les soldats, là, quand ils ont témoigné, les 2 qu'elle a reconnus, ils ont raconté qu'une semaine avant le supposé viol, ils ont fait une fête à la caserne. Et qu'il y a des femmes de Trois-Rivières qui sont venues pour danser, puis tout ça, et que Marie était là. Est-ce qu'elle était venue faire du repérage? Je ne sais pas. Si c'est faux, si c'est un faux témoignage, c'est aussi un faux témoignage de sa voisine. Et quand on fait des faux témoignages, on est accusé. Ni une ni l'autre vont être accusés. Le juge va comme laisser tomber, comme fermer le dossier, et les gens vont s'en retourner chez eux. Ça me paraît, vous voyez là, ce que moi je pense, là, ça me paraît comme étant la tactique suprême pour essayer de se sortir d'un méchant pétrin. Là. Elle va avoir cet enfant-là, son mari va revenir, on n'est pas dans la maison, on ne sait pas ce qui va se passer. Et par la suite, elle va avoir un enfant ou 2 de plus, et après ça, elle va décéder là, dans la 50aine. Il y a un curé qui, à l'époque, a écrit que les femmes qui avaient des enfants comme ça adultérés pendant qu'elles étaient mariées, tout ce qu'elles avaient à faire pour se faire pardonner par Dieu et par leur mari, c'est de servir leur mari jusqu'à la fin de leur jour, sans jamais rien demander. Je ne sais pas si c'est ce qu'elle a fait, mais c'est sûrement une triste fin de vie, là. Donc, petite maison comme ça, il n'en reste plus. Il en reste des maisons comme ça à Trois-Rivières, mais maintenant, elles sont recouvertes. Il faut arracher les morceaux, mais on ne le fait pas, là. Pour aller les voir. Je ne pense pas que celle-là, elle existe encore. Je crois pas. Donc, Marie-Josette, l'amérindienne, 2 enfants conçus en mariage, le premier puis le dernier. Julie, qui l'a payé très cher son mariage pour se sauver du déshonneur. Marie, qui essaie de se sauver du déshonneur, mais qui, j'ai l'impression, en a créé un plus grand encore. Maintenant, je voudrais vous parler de Geneviève. Geneviève Tessier. Parce que c'est un cas assez intéressant qui nous amène dans un monde avec lequel j'ai flirté souvent en vous parlant des domestiques, des servantes, puis tout ça. Mais dans un monde dans lequel on entre profondément, mais avec elle, on peut y entrer un peu plus profondément. Vous savez, au 19e siècle, dès qu'on avait un petit peu d'argent, on se prenait une bonne. Parce que les travaux ménagers étaient très lourds, il n'y avait rien de fait d'avance, tout était un enfer dans ce temps-là. Dès qu'on avait un petit truc qui dépassait, on s'engageait une servante. Dans les villes, là, Trois-Rivières, Québec, Montréal, une famille sur 5 qui a au moins une servante. C'est énorme. C'est pour ça que dans les villes, à l'époque, la population féminine est beaucoup plus élevée que la population masculine, parce que c'est des filles de la campagne souvent qui venaient en ville pour se trouver des emplois de domestiques. C'est très peu payé. Hein? Les domestiques à la campagne travaillaient souvent seulement pour le gîte et la nourriture. Pas de salaire.
En ville, un petit salaire en surplus, mais pas grand-chose. Donc, c'est une situation courante, là, qu'une famille embauche une servante. Les gens ordinaires, c'est une, mais plus vous êtes riche, plus vous en avez. Ça peut aller jusqu'à 7, 8, 9, 10. On a une ménagère, une cuisinière, une couturière, un jardinier, un cocher, une blanchisseuse, on a tout ça. Dès qu'on se met à engager un homme, c'est parce qu'on est vraiment très, très riche. Là, au niveau du statut social, là, quand on a un homme là, comme domestique, là, ça veut dire qu'on est vraiment quelqu'un. Donc, c'est un emploi très courant et il y a très peu de lois sur le travail à l'époque. Dans le fond, il n'y a qu'une seule loi qui gère les relations de travail. Ça s'appelle la loi des maîtres et serviteurs. Juste le nom nous donne une idée de l'angle qui est pris pour gérer l'emploi. Le problème qui est le plus grave, le plus courant et le plus important, c'est celui qu'on appelle de la désertion des domestiques. Ils s'en vont. Ils sont allés, ils s'en vont. Pas de préavis. Des cas, il y en a partout. On donne 2 jours de congé dans le temps des fêtes à une telle pour qu'elle aille voir sa famille, elle ne revient jamais. On fait des contrats avec des gens, ils ne se présentent pas, ils se sauvent. Et ça, là, les employeurs, là, les familles, là, c'est vraiment pour eux un problème immense. Ils veulent avoir leur domicile. Donc, les cas de désertion sont vraiment gérés sévèrement parce qu'on essaie d'enrayer ce problème. Donc, Geneviève Tessier, une jeune fille de la campagne qui travaille, c'est une domestique professionnelle. Elle reste à Trois-Rivières et elle termine un contrat et elle a déjà un autre contrat, une autre entente avec un nouvel employeur. C'est une image suivante. Image pas là. J'ai oublié de vous montrer un bout d'essai. Je reviens juste sur mes désertions, là, c'est ça qui m'a sorti de la tête. On passait des petites annonces dans les journaux. C'est pas une caricature, là, c'est une vraie petite annonce pour parler d'un déserteur. C'est marqué déserteur, 2 sous de récompense. C'est le Journal de Québec. Paul Pelletier, apprenti tailleur, s'étant échappé de son service, le sous-signé donnera la somme de 2 sous à quiconque le ramènera chez Édouard Tivierge, maître tailleur, dans le quartier Saint-Roch, rue Craig, en 1842. Genre, on en voit beaucoup de ce type d'annonce-là. C'est rare comme un petit dessin, là. C'est plutôt des petits carreaux, là. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer pour vous montrer que c'est vraiment important, la désertion, à cette époque. Donc, Julie n'a pas l'air partie pour ça. Elle termine un contrat à Julie. Geneviève, elle termine un contrat chez son ancien employeur. Et là, on va mettre l'autre, parce que j'en ai besoin. Ça a l'air que je suis fatiguée. Mon calendrier. Alors, nous sommes en mai 1918. Tous mes petits carrevants, là, ça se passe là, ce que je vais vous raconter. C'est pas beaucoup de journées. Donc, on est en mai 1818. Et Julie doit se présenter chez son nouvel employeur le samedi 9 mai. Elle se présente chez son nouvel employeur. Elle frappe à la porte. Elle n'a pas sa valise. Et elle dit à son futur employeur de la journée, « Désolé, je m'excuse, j'ai d'autres projets. Au revoir. » Et elle tourne les talons et elle s'en va. On est probablement en après-midi, parce que le samedi, les choses fonctionnaient, les bureaux étaient ouverts, tout ça, et ça a peut-être pris quelques heures à son patron congédié pour réagir, et il est extrêmement fâché. Lui considère ça comme un cas de désertion. Donc, le lendemain, c'est un dimanche, je ne peux rien faire, tout est fermé. Le lundi, le 11 mai, au matin, très tôt le matin, il se rend. Il y avait à l'époque une cour qui siégeait toutes les semaines pour les petits cas, les petits trucs, là, les contraventions, puis tout ça. Il s'en va déposer une plainte contre Geneviève à cette cour de justice-là, parce qu'il dit que c'est une déserteuse. La plainte est déposée le lundi, le procès a lieu le mercredi. Le 13, je le dis, ça va vite. Et elle est convoquée, elle se présente, elle n'a pas le choix. Mais elle, tout va bien, elle va juste expliquer au juge qu'elle a démissionné, elle ne s'est pas sauvée, là, elle a dit ce qu'elle avait à dire. Alors elle va dire, je me suis présentée en personne, et j'ai dit que je pouvais commencer mon contrat avec lui. Et là, le juge va lui dire, madame, ça prend un préavis de 2 semaines.
Elle ne le savait visiblement pas, parce que là, elle va se mettre à patiner, à dire qu'elle était passée plus tôt avant. Bon, on se met à mentir pour essayer de se sauver la peau, mais elle est contrevenue à la loi. Donc, on prend ça en délibéré. Le jugement arrive le samedi le 16. Coupable. Coupable. Donc, la punition sera une obligation d'aller travailler chez son patron congédié pendant 1 mois. Le temps, une petite amende, le temps qu'il se trouve une nouvelle domestique. Le lendemain, le dimanche, le 17 mai, son patron va à la messe. Qu'est-ce qu'il entend? Le curé prononcer le ban de mariage de sa domestique, Geneviève Tessier, avec un jeune homme de la paroisse, pour le mardi qui suit. Un seul ban de mariage, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et là, le patron congédie, il dit, mais c'est parce qu'elle ne peut pas se marier. Elle va travailler chez moi. Mais elle va être chez moi 24 heures sur 24. Je ne vais pas la laisser partir pour se marier. Il n'y en a pas question. Donc, il va se rendre le lundi chez le notaire, aller chercher comme un papier légal pour dire qu'elle était condamnée à travailler 1 mois chez lui. Il va se rendre chez le curé pour présenter ce papier-là et dire, je vous interdis de la marier parce que vous la marierez dans 1 mois si vous voulez. Mais là, pour l'instant, elle travaille chez moi. Les négociations, les tractations qui ont eu lieu autour de ça, c'est caché, on ne le sait pas. Mais le curé, il est pris avec un problème. Il respecte la loi, donc il reporte le mariage et il ne marie pas une jeune fille enceinte de 4 mois. Ou il contrevient à la loi et il la marie. Qu'est-ce qu'il va privilégier? Il va privilégier le mariage. Ils vont être mariés le fameux mardi, le 20 mai. Vous voyez à quelle vitesse cet enfant-là a pédalé pour se sortir d'un pétrin et elle a réussi, elle a gagné. Bon, elle a perdu certainement des plumes là-dedans. On n'a pas la suite. Elle a dû certainement aller faire son mois de travail sans problème. Et je gagerais qu'elle a dû faire son mois de travail difficile, lourd, à laver des planchers, puis tout ça, parce que le bébé qui est né est mort. Et le suivant, et le suivant, et le suivant, jusqu'au 6e. C'est le 6e enfant de Geneviève qui va survivre. Les 5 premiers vont décéder là, tout petits. Après, elle va disparaître dans la nature, comme ça arrive souvent à l'époque. Mais celle-là, moi, je trouve que pour une jeune fille pas instruite, qui ne connaissait pas la loi et tout ça, elle a réussi à obtenir ce qu'elle voulait. N'importe quoi pour ne pas se retrouver dans la situation de devenir la mère célibataire d'un enfant illégitime. Maintenant, je voudrais vous parler d'une dernière. Mon vrai chouchou. Puis là, je me fais un cadeau. Elle n'a pas eu d'enfant au mariage. C'est juste parce que je l'aime. J'espère que vous allez l'aimer comme moi. On peut passer la prochaine et la dernière diapo, parce que c'est une maison, ici, qu'on appelle la maison de Gannes, qui est dans le vieux Trois-Rivières. Regardez, ça, c'est le dôme des Ursulines, ici. Et cette maison-là, ici, existe encore. Alors, si vous passez par là, vous penserez à mon amie Thérèse, parce qu'elle a fréquenté beaucoup cette maison-là à son époque. Alors, je vais vous parler pour me faire plaisir, juste parce que je suis fille un peu, puis que c'est une sabre et belle histoire d'amour, hors norme complètement, par exemple. Je vais vous parler de Thérèse de Cabanac. C'est ma plus ancienne, ma plus vieille à travers tout ça. Elle est née avant la conquête anglaise. Elle est née en 1740. Elle est née d'une famille riche. Ses 2 grands-parents étaient des militaires français, venus ici avec des grands postes, qui ont fait la traite de la fourrure, des gens qui avaient de l'argent. Il restait dans ce qu'est le Vieux-Montréal aujourd'hui. Il y avait des biens dans le coin de Trois-Rivières, à Champlain, une seigneurie, puis tout ça. Quand on commence à voir tout ça, évidemment, on peut fouiller le père, tout ça, mais le père de Thérèse est mort quand elle avait 10 ans. Donc, qu'est-ce qui arrive à cette famille-là? J'ai fouillé, c'était ma dernière idée, ça a fonctionné. J'ai regardé si elle avait été marraine. Parce
qu'on peut trouver avec qui on fréquente quand on trouve des marrainages. Et entre 16 et 17 ans, elle a né 4 enfants de l'élite montréalaise. Les familles les plus riches, les familles qui étaient connues à l'époque, les Guy, les Havrard, puis tout ça. Puis là, mon Dieu, elle fréquentait vraiment le grand monde. Donc, son père est décédé, mais il y avait une fortune familiale, une famille de 10 enfants. Et la conquête anglaise a lieu. Et au lendemain de la conquête, sa famille est complètement décimée. Ces gens-là mouraient. Je ne sais pas s'il y avait une maladie familiale. Sa mère est décédée et il ne reste que 3 enfants. Elle, une sœur et un frère. Et comme parenté, là, dans tout le Québec, là, 2 tantes âgées qui restent dans le coin de Québec. Après la conquête, son frère va décider qu'il ne peut pas supporter de vivre sous l'autorité anglaise et il va prendre le bateau et il va aller habiter en France, alors qu'il est né ici. Donc, les 2 sœurs vont rester seules, sans protection masculine. On en a besoin à l'époque, parce que légalement, on ne voit pas grand-chose. Les 2 sœurs vont rester ici et il semblerait, c'est assez évident, qu'elles ont épuisé toute la fortune familiale. Quand ça fait 20 ans que la source de revenus est tarie et que toute une famille a vécu là-dessus, ben, il ne reste plus rien. Il reste tellement plus rien que la sœur de Thérèse, dans ces années-là, va lancer un cri d'alarme à l'évêque pour dire qu'elle en est rendue à mendier dans les rues. Et c'est une famille extrêmement riche à l'origine. Elle va finir par être récupérée par les sœurs grises, qui ont une aile de leur couvent pour les femmes pauvres. Donc ça, c'est le cas de la sœur de Thérèse. Qu'est-ce qui arrive à Thérèse, qui n'est pas plus riche? Elle va devenir gouvernante. Gouvernante de 2 jeunes filles qui viennent d'une famille aussi très riche, mais qui n'a pas perdu toute sa fortune, mais qui viennent aussi de perdre leur mère. Tous leurs frères et sœurs sont décédés, il ne reste que ces 2 filles-là, et leur mère est mourante. Donc, elle va devenir leur gouvernante, et elles vont aller rejoindre le plus proche parent de ces 2 jeunes filles-là, dont elle est gouvernante. C'est des jeunes filles, c'est des Havrards. Thérèse avait été marraine d'un de leurs frères. Elles se retrouvent donc à Trois-Rivières, toutes les 3, parce que le plus proche parent des 2 jeunes filles, à l'époque, ça s'appelait un grand vicaire. C'est l'équivalent de l'évêque de Trois-Rivières avant que l'évêque de Trois-Rivières existe. Donc, il est en charge de ce qui va devenir le diocèse de Trois-Rivières. C'est leur grand-oncle. Donc, elles s'en vont à Trois-Rivières se mettre sous la protection de leur grand-oncle. Elles n'habitent pas le grand-oncle, le grand vicaire Saint-Onge. Il s'est acheté cette maison-là. Pas pire pour un prêtre, ça. Il n'est pas pauvre. Il aurait pu rester au presbytère, mais il préfère rester tout seul dans cette maison-là. Donc, elles ne restent pas là, elles sont en pension ailleurs, mais c'est le lien. Et c'est normal que Thérèse ait été dans l'entourage du grand vicaire Saint-Onge, puisqu'elle était la gouvernante de ses petites nièces, mais il y a des limites. Il y a l'entourage loin, moyen, puis proche. Et celui-là, il est très proche. C'est comme si, quand on lit les lettres, il y a des lettres, là, c'est comme s'il y avait un coup de foudre fou entre ces 2-là. Le grand vicaire et Thérèse, qui est une riche appauvrie, mais une femme instruite. Et là, le commérage va s'y mettre à Trois-Rivières, et les gens vont envoyer des lettres à l'évêque qui est à Québec, qui est le supérieur du grand vicaire, en disant « ça n'a pas de bon sens, c'est un vrai scandale ». Et la première lettre de l'évêque, c'est de dire au grand vicaire « c'est pas la première fois là, que je vous avertis, donc ça va assez vite. Vous ne pouvez pas être aussi près de cette femme-là que vous l'êtes. » L'évêque va dire « voyons, les gens vont chez vous parce qu'ils ont affaire à vous, et ils vous retrouvent en souper en tête à tête avec mademoiselle de Cabanac, ou ils vous retrouvent tous les 2 assis devant le feu. Elle a fait son ouvrage, là, je sais pas, son petit tricot, je sais pas trop quoi, pendant que vous lisez. Vous avez l'air d'un vrai couple. On ne peut pas accepter ça. Et l'évêque va aller jusqu'à dire, si vous aviez votre mère avec vous, on pourrait dire qu'elle va visiter votre mère. Mais vous vivez seul. Donc, elle ne peut pas aller visiter personne d'autre que vous. Et dans les quelques lettres que l'évêque va envoyer au grand vicaire Saint-Onge, il va dire aussi, comment ça se fait
il est très mondain, le grand vicaire Saint-Onge. Il va dans toutes les fêtes, un peu partout. Il s'arrange toujours pour faire inviter Mademoiselle de Cabanac. Et là, les gens s'en rendent compte. Alors, ils vont dire comment ça se fait qu'elle est dans toutes les fêtes, alors que son niveau social fait qu'elle ne devrait pas être là. Donc, on va raconter des choses. On est à l'époque de la Révolution américaine, de la guerre d'indépendance des États-Unis, puis il y a plein de soldats britanniques qui vont venir s'installer pour aller combattre dans les futurs États-Unis. Et il y a une baronne qui s'installe tout un été, une baronne d'origine allemande qui est mariée à un des hauts gradés, qui va s'installer tout un été à Trois-Rivières, parce qu'elle attend son mari, qui est parti combattre. Et elle va écrire des lettres à sa famille. C'est une protestante. Quand elle va écrire dans des lettres à sa famille, elle va parler de Thérèse et du grand vicaire Saint-Onge. Elle va dire, les catholiques, il paraît que les prêtres comme ça ont toute une compagne et qu'elles disparaissent régulièrement pendant quelques mois. On ne sait pas pourquoi. Donc, est-ce que Thérèse aurait eu un enfant? Je ne sais pas, mais je n'ai pas l'impression. Mais c'est ce qu'elle va supposer. Elle va dire, le grand vicaire Saint-Onge est une très bonne compagnie. C'est un homme intelligent, de même que sa soi-disant cousine. Et parce que là, j'ai compris à ce moment-là qu'on disait qu'il était cousin, mais ce qui était totalement faux. J'ai fouillé dans tous les liens de parenté, et c'est faux, il n'est pas parent du tout. La mère des deux jeunes nièces va décéder, et la plus vieille des deux aussi, très rapidement, là, dans un été. Il ne va rester que la plus petite, qui a 8 ans. Elle va donc, son tuteur légal, ça va devenir le grand vicaire Saint-Onge. Et le grand vicaire Saint-Onge va engager Thérèse officiellement pour qu'elle soit la gouvernante de la petite. Et ils vont faire leur vie comme ça. Le mémérage va arrêter. Ben, en tout cas, va arrêter de s'écrire. De se dire ça, je ne sais pas. Et la petite va grandir et elle va finir par se marier. Elle va épouser le seigneur de Boucherville. Et là, Thérèse va devoir faire un choix, parce qu'elle va rester à Trois-Rivières, ou est-ce qu'elle va aller à Boucherville? Elle va choisir Boucherville. Elle ne va pas aller vivre avec sa fille, dans le fond, elle l'a élevée. Elle va prendre une pension, une chambre pas loin du manoir seigneurial à Boucherville. Quant au grand vicaire Saint-Onge, il est très âgé à ce moment-là, il est beaucoup plus vieux que Thérèse, et il va louer sa maison, et il va aller demeurer chez les Ursulines. Il va faire les dernières années de sa vie pauvrement chez les Ursulines. Il y a beaucoup de biens, il y a beaucoup de choses. Il va toucher à rien. Et il va décéder, et là, on va ouvrir son testament. Et là, toutes les suppositions se confirment, en tout cas qu'il s'entendait bien, parce qu'il va laisser son héritage à Thérèse et à sa petite nièce. Pour la façon dont elles ont illuminé sa vie, bon, etc., etc. Il y a quelqu'un qui va écrire, un de ses proches qui va écrire, le grand vicaire Saint-Onge était promis à de très hautes fonctions dans l'Église et il ne les a pas eues parce qu'il n'a jamais voulu se laisser tomber, Mademoiselle de Cabanac. Donc, il va laisser son héritage aux deux femmes de sa vie, mais le mari, la petite nièce, va intenter une poursuite parce que, dans le fond, la richesse du grand vicaire Saint-Onge, c'est l'héritage de la petite qu'il a dépensé. Donc, pour s'accaparer en entier l'héritage, et Thérèse va dire c'est correct, là, il n'y a pas de problème avec ça. Quand Thérèse va décéder, elle a moins que rien. Elle a des dettes jusqu'au plafond, et on va faire l'inventaire de ses biens. Elle a un lit, une table, 2 chaises, une bergère, une espèce de fauteuil, mais elle a une garde-robe. Mon Dieu, c'était une femme coquette. Moi, j'imagine la garde-robe fanée, un peu d'étain, mais où elle avait eu des beaux jours. Et là, on décrit une robe de soie rouge, des mantes de dentelle, des bonnets, toutes sortes de choses. Et elle a dû terminer sa vie en regardant ses belles robes, ses anciennes robes, et penser au grand vicaire Saint-Onge. Vous savez, c'est pas exceptionnel, hein? Des cas comme ça où des femmes s'attachaient énormément à un prêtre, et la raison, bon, évidemment, il peut y avoir des attirances de tout ordre, mais le fait que ces hommes-là soient des hommes instruits était quelque chose de très attirant pour des femmes qui avaient envie de jaser avec quelqu'un.
puis de dire des choses intelligentes. Et c'était un grand attrait pour ces femmes-là. Donc, c'est ma Thérèse. Je l'aime, je la vois avec sa robe de soie rouge. Donc, voilà pour notre soirée, avec mes bébés conçus dans le péché et Thérèse qui a vécu dans le péché toute sa vie. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Au moins, elle n'a pas été magasée, ça. Non, c'est pour ça. C'est parce que dans toutes mes histoires, mes 21 femmes, il y a des histoires tristes. Il y a des histoires qui, moi, je trouvais dures parce que je les revivais avec eux autres. Il y a des histoires tristes. Julie Boulangette, là, la femme battue. Là. Il y en a qui m'ont tapé ses nerfs. Marie-Josette Missinagopo, elle m'a tapé ses nerfs parce que sa vie est compliquée. Je faisais des migraines, c'est pas parce que je l'aime pas, là, mais là, il arrivait, oups, un autre événement. Je pensais que c'était correct, j'avais compris. Non, je n'ai pas compris, il arrivait d'autres choses. Donc, ça m'a posé un problème. Mais il y en a que j'ai beaucoup aimé, mais je sais pas pourquoi me Thérèse, c'est parce que c'est pas négatif, là, comme histoire. Là. C'est une belle histoire. Oui, elle fait du bien, surtout après tous mes cas, là, un peu tristes par la suite, là, pour la place. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ça va? Ben, vous savez qu'on est ici ce soir pour souligner la Journée internationale des droits des femmes. C'est une journée qui a été officialisée en 1977 par l'ONU. Et c'est une journée, par exemple, qui existe depuis plus longtemps que ça. Depuis le début du 20e siècle, il y a des femmes de certains pays, surtout en Europe, qui avaient pris une journée au mois de mars, pas nécessairement le 8 mars, là, mais une journée au mois de mars pour revendiquer des droits. Et les premières, c'est les femmes russes, en 1903. Et donc, on a gardé le mois de mars. C'est un beau mois. Et c'est le mois de ma fête aussi. Mais c'est un mois d'espoir. On l'espère cette année, ce beau printemps-là. Et ici, vous avez ce que vous appelez le flambeau de l'espoir. Et je trouve que ça correspond assez bien avec le mois de mars, parce que on est en train de vous distribuer des semences. Et les semences, c'est la vie, c'est l'espoir aussi. J'aimerais ça en avoir un petit paquet, moi aussi, parce que j'ai un beau balcon. Et ça représente, ça incarne l'espoir qui s'en vient. Et quand vous allez récolter ces légumes-là à l'automne, ça va être le temps de l'aboutissement du grand rassemblement à Trois-Rivières de la Marche des femmes. Alors, je vais passer la parole à Claire qui va vous dire mieux que moi la symbolique des semences. Je vous remercie beaucoup. Bonsoir. Chacune de vous reçoit des semences. Sachez qu'ailleurs, ici, Centre du Québec, là, je l'ai. Chacune de vous reçoit des semences. Sachez qu'ailleurs, en Mauricie, Centre du Québec, d'autres femmes recevront aussi les mêmes semences que vous, afin de souligner le lancement de la Marche mondiale des femmes 2015. Chaque pochette de semences contient chacune 6 graines de 3 variétés différentes. Ce sont ce que les ethnies amérindiennes d'Amérique du Nord appellent les 3 sœurs, soit des semences de haricots grimpants, de courges et de maïs. Pour des questions pratiques, le maïs a été remplacé par le tournesol. On les appelle les 3 sœurs, car la culture conjointe de ces 3 plantes présente plusieurs avantages qui profitent à la culture de chacune. Les plants de maïs servent de treuil aux haricots grimpants. Les haricots fixent l'azote bénéfice à la croissance du maïs et les courges protègent des insectes nuisibles. Je vous invite bien sûr à les semer pour récolter les fruits à l'automne. La culture en pot ou en jardin s'y prête bien. Vous trouverez dans le feuillet toutes les instructions pour la mise en terre. Néanmoins, nous savons pertinemment que certains d'entre vous peuvent ne pas être en mesure de les ensemencer.
Vous pouvez à ce moment les remettre à une personne de votre entourage qui, elle, les cultivera. Finalement, vous pouvez aussi tout simplement les garder en souvenir. Ce seront alors pour vous des semences de l'espoir, porteuses de 5 valeurs de la Marche mondiale des femmes, qui sont la solidarité, la justice, la paix, la liberté et l'égalité. J'inviterai maintenant Lucie à conclure en beauté cette belle soirée. Ici. Bon, mais moi, je voudrais d'abord remercier Mme Gélina. Vous nous avez fait faire un tour en arrière, vraiment. Malheureusement, ce fut la réalité qu'on a vue ce soir. Et c'est important que nous nous en souvenions. Parce que je pense que c'est important de savoir ce que nos femmes dans le passé ont vécu, savoir aussi ce que nos femmes aujourd'hui vivent et capables de faire la différence. Puis vous l'avez fait de très belle façon et on vous remercie infiniment. Maintenant, je voudrais dire aussi un grand merci à vous toutes qui êtes là ce soir. C'est très agréable de vous accueillir et de partager des bons moments avec vous. Merci d'être là, puis on se dit à l'an prochain, sûrement. Et maintenant, j'invite Mercedes qui va venir offrir un petit quelque chose à notre conférencière. Vous savez que nous sommes de la région spéciale des produits de l'érable. Oui. Alors, la ville de Plessisville, est-ce que je parle assez fort? Oui. Alors, la ville de Plessisville est heureuse de vous offrir des produits de l'érable pour votre deuxième visite à Plessisville. Donc, on est très fiers. Merci beaucoup. Merci. Des buissons pour cette année. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sylvie, un petit mot à dire. Simplement pour conclure, merci d'être en si grand nombre et on vous souhaite une très belle soirée, mesdames. Merci d'avoir été présentes. Bonne soirée. Soyez prudentes.